j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été inspirée par un de mes types de lecture préférés et par le Pumpkin Autumn Challenge aussi parce que je pense que c'est exactement le type de lecture qui fonctionne bien avec le challenge. Donc je vais vous parler d'enquête surnaturelle. C'est vraiment un genre que j'adore et plus précisément, si on va vraiment dans le détail, qui est un organisme, un ministère, une organisation d'enquête surnaturelle qui soit cachée de la société et qui enquête sur tous les crimes, meurtres ou autres reliés au surnaturel. Si en plus de ça il y a un contexte historique, c'est le bonheur, c'est parfait, c'est tout ce que je veux. Et donc aujourd'hui j'avais envie, comme c'est vraiment un genre que j'adore et que j'ai commencé à en lire quand même plusieurs qui rentrent dans ce genre là, j'ai envie de vous faire une petite sélection et un petit bonus de ceux qui sont dans ma palle de lecture avec des enquêtes surnaturelles que vous pourriez aimer découvrir et inclure dans votre pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, pourquoi pas. On va commencer avec une de mes premières découvertes il y a, écoutez, j'ai envie de dire au moins une dizaine d'années. Une série que je n'ai toujours pas finie, qu'il faut vraiment que je reprenne, c'est Les Rivières de Londres de Ben Aharonovich. Ça c'est la version en anglais Rivers of London. Je pense que c'est vraiment la série qui m'a initiée aux enquêtes surnaturelles. Donc là, comme le nom l'indique, on est à Londres et on va suivre un nouveau détective qui se retrouve un petit peu malgré lui dans un département assez particulier de la police vu qu'il y a un seul autre membre qui va devenir son maître mage en quelque sorte et qui va lui enseigner tous les secrets de la sorcellerie parce que oui, il est dans l'unité qui va s'occuper de tout ce qui touche au surnaturel à Londres et il y a beaucoup d'entités surnaturelles à Londres, notamment les rivières de Londres qui sont personnalisées par des créatures qui ressemblent un petit peu à des divinités mineures. Chaque bras de la rivière a une divinité associée à elle et puis il y a la grande divinité de la Tamise aussi. Donc je trouvais que toute cette mythologie autour des rivières de Londres, autour des créatures magiques qui pourraient exister à Londres était vraiment géniale. Et donc on va suivre cet apprenti et son maître à travers leurs enquêtes. Et il y a plein de petits détails drôles. Par exemple, dès qu'ils font de la sorcellerie, ça crame toute la technologie. Donc il doit acheter 10 téléphones différents à travers un livre. Il peut pas utiliser d'ordinateur. Il est un petit peu perdu au niveau de la magie au début, il craque un petit peu pour certaines des entités, mais il se passe plein de choses. J'avais adoré l'écriture, j'avais adoré l'univers et les personnages. Je sais pas si je l'aimerais autant maintenant, si ça a bien vieilli ou pas, mais j'ai très envie de les relire et de continuer la série. En tout cas, je les avais adorés. Et je vous les recommande vraiment, voilà, parce que c'est les premiers que j'ai lus dans ce genre-là, je pense. Un autre qui remonte pas mal et qui est assez différent parce que là on va plus dans le steampunk, mais que j'ai découvert je pense à peu près à la même époque, c'est pour ça que je vous le mets à la suite. Et je pense que c'est une de mes sagas préférées de tous les temps, genre vraiment, et ça fait partie des livres que j'aimerais relire aussi. C'est la saga du protectorat de l'ombrelle, déjà avec un nom comme ça. Voilà, de Gail Carriger. Encore une fois là je vous montre la belle édition en anglais, Soulless. Je sais même pas par où commencer pour vous dire tout ce que j'aime dans cette saga. Donc là, on est dans un Londres steampunk, donc je pense que, allez, on va dire au 19e siècle. Il y a la reine Victoria, pour ceux qui sont pas en histoire, peut-être que ça vous aidera à placer. Et en fait, on est dans un Londres où, oui, il y a le côté steampunk avec les robots et tout, mais il y a aussi des vampires, des loups-garous et des fantômes qui sont intégrés à la société londonienne. Un jour, ils ont décidé de se révéler et ils sont devenus vraiment part de la société à 100%. Il y a des activités qui se font la nuit pour leur permettre d'y être, il y a différents clans. Les gens, quand ils meurent, s'ils ont un surplus d'âme, donc un côté artistique ou quoi, ils peuvent devenir une de ces créatures. Pas pour tous, mais pour certains. Et au milieu de ça, on a Alexia Tarabotti, qui elle n'a pas d'âme. Voilà, il y en a qui en ont beaucoup, qui en ont un surplus, elle en a pas du tout. Ce qui fait que si elle meurt, elle meurt. Elle pourra jamais devenir une créature surnaturelle. Mais ce qui lui donne aussi un pouvoir particulier, si une créature surnaturelle la touche, elle devient mortelle. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'en théorie elle est capable de tuer les vampires, les loups-garous et tout ce qu'elle veut. Si un fantôme se trouve à sa proximité, il risque de disparaître, donc là ça devient dangereux.
Et elle va se retrouver à joindre un cabinet secret de la reine pour enquêter sur des crimes étranges qui ont lieu. Et elle va rencontrer Lord Mason qui est un loup-garou très sexy. Il va se passer des petites choses entre eux bien sûr. Donc au-delà du côté enquête surnaturelle et steampunk, on a une romance vraiment pas mal. Donc voilà, il y a tout ce que j'aime et j'adore c'est ça, l'intégration de toutes ces créatures surnaturelles au côté enquête. Je suis hyper fan. Et puis il y a tellement d'humour dans cette série, de petits détails, vraiment bien. Et Alexia qui est un super personnage pour faire les enquêtes. J'adore, j'adore. Je pense que si je devais vous en recommander un seul dans toute cette vidéo, ce serait celui-là. Voilà. On reste dans tout ce qui est Lady, Angleterre et tout avec la prochaine sélection. Le Club des Mauvais Jours, Lady Helen de Alison Goodman. J'ai eu un bug. Donc là pareil, on est à Londres au début du 19e siècle avec Lady Helen qui est censée être une jeune fille de bonne famille qui va devoir faire un mariage arrangé, toujours bien se tenir. Sauf que, elle va se découvrir qu'elle a une force décuplée. Elle va découvrir qu'elle peut voir des créatures très étranges. Elle va même penser qu'elle devient folle à un moment. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'en fait non, elle fait partie d'un très petit nombre de gens qui peuvent voir les démons, qui sont appelés les abuseurs, qui se nourrissent de l'essence des hommes jusqu'à les tuer. Et en fait, elle va devenir une vigilante. Elle va découvrir que sa mère en était une avant elle et qu'elle est morte à cause de ça. Et elle va découvrir aussi que quand on est une femme, c'est vraiment pas facile. Je pense que c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il confronte vraiment le fait qu'en même temps elle est super forte, qu'elle a des pouvoirs presque, qu'elle peut apprendre à se battre, que c'est une femme avec une personnalité, c'est ça, une forte, qui a son opinion, qui réfléchit, qui est intelligente, qui est courageuse et tout. Et à côté de ça, elle est tellement emprisonnée par sa société, la place qu'elle devrait avoir comme une lady. Et elle doit jouer avec ces deux aspects-là. Elle va devoir s'habiller en homme, se faire passer pour un homme à certains moments pour pouvoir faire certaines choses. Il va y avoir de la romance aussi. Et en fait, c'est comme si la société qu'elle veut aider lui met tellement de bâtons dans les roues à la fois. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien exploré tous ces thèmes-là dans le livre. En plus d'avoir une héroïne que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et oui, ils sont épais. Ils font mal. Mais c'est une trilogie, donc c'est pas si pire. Et j'ai vraiment aimé chaque tome plus que le précédent et le troisième je l'ai dévoré, je me suis vraiment régalée. C'est une saga que je vois passer de temps en temps, elle revient au goût du jour mais franchement il y a une bonne raison, ils sont vraiment géniaux ces livres-là. Puis je trouve que les couvertures françaises sont très très belles aussi. Ensuite je vais prendre un autre que j'ai lu il y a un bon moment parce qu'on va continuer à aller chronologiquement, hein, c'est plutôt pas mal. Pareil, ceux-là je les ai lus il y a longtemps. Qu'est-ce que ça vaut maintenant? Je sais pas. Parce qu'il y a toujours ce côté avec les enquêtes surnaturelles de tomber dans le plus paranormal, urban fantasy, sexiste, problématique. Voilà, la limite est mince. Donc il y en a plusieurs où il y a des enquêtes paranormales, oui, mais où c'est vraiment très très problématique au niveau des relations hommes-femmes. Voilà, j'en ai lu des comme ça. Je vais pas vous en parler aujourd'hui. Sauf peut-être lui, parce que je me souviens plus. Il faudrait vraiment que je le relise. C'est Jazz Sparks s'en mord les doigts. Est-ce que c'est le premier? Oui, c'est le premier. En fait, je les avais lus, je les avais empruntés à la bibliothèque chez mes grands-parents un été il y a pareil une dizaine d'années au moins. Et j'ai retrouvé les 3 premiers tomes d'occasion à la librairie ici, donc je me suis dit bon, pourquoi pas, ce sera l'occasion de t'y replonger, de voir si t'aimes toujours ou pas. Et donc là, on a un petit changement, on n'est plus à Londres. On est aux États-Unis avec Jazz Sparks qui appartient à la CIA, mais une unité très spéciale de la CIA qui enquête sur tout ce qui est surnaturel. D'ailleurs, le patron de Jazz, c'est un vampire. Voilà, qui est très très vieux. Et donc là, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'il y avait un ton très décontracté, on va dire, avec beaucoup d'humour, une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, qui ose dire les choses, qui aime bien les hommes surnaturels ou non, et puis bien sûr le côté enquête, comme dans tous les autres, qui était très présent. Donc voilà, là on a vraiment un changement par rapport au côté british, très haute société et tout ça qu'on avait avant. Là on est à la CIA aux États-Unis, donc c'est une autre ambiance, mais je les avais beaucoup aimés. Comme je vous dis, à relire, pour voir si c'est toujours le cas.
Maintenant on va passer à certains qui sont plus récents, des découvertes de l'an dernier ou de cette année. On a d'abord Ceux qui ne peuvent pas mourir. Donc le premier tome c'était La Bête de Port-de-Vent de Karine Martin. Et là on va en France, donc on continue notre petit voyage. Ici ça se passe aussi au 19e siècle, c'est un siècle très propice apparemment aux créatures surnaturelles et aux enquêtes paranormales. Donc on a un enquêteur qui chasse les égarés, qui sont donc toutes ces créatures surnaturelles. On ne sait pas forcément ce que c'est mais il y en a plein. Et ce que j'aimais dans ce livre là c'est qu'on est vraiment dans le folklore et les légendes françaises. Donc j'aimais beaucoup, ça me rappelait des choses que j'ai apprises petite, que je lisais quand on faisait des voyages en Bretagne ou peu importe. Donc j'ai vraiment connecté avec ce côté-là. Et il va s'associer, cet enquêteur, Gabriel, malgré lui, à une jeune femme. Encore une fois, on a une époque où les femmes, elles n'ont pas le droit de faire grand-chose. Mais ils vont devoir s'associer. Et en fait, il va découvrir qu'elle a des capacités un petit peu spéciales aussi, qui vont lui être très utiles pour ses enquêtes. Et au fur et à mesure du livre, on va découvrir que lui aussi, il a plusieurs secrets. Donc il y a vraiment plein de mystères autour de l'organisme qui sert, de qui il est, de personnes qu'on devine qui travaillent haut placé dans l'organisme et qui n'ont pas les meilleures intentions. Et puis cette enquête de savoir qui est cette bête qui fait des morts. Donc j'avais adoré l'ambiance, je trouvais que c'était un peu lugubre mais pas trop, parfait pour l'automne. Vraiment, je m'étais régalée. Et là il y a le deuxième tome qui est sorti et que j'ai d'ailleurs prévu de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. On va rester en France pour les prochains parce que c'est assez rare, mais là j'ai quand même pas mal d'auteurs français dans ma sélection. Donc on va enchaîner avec Oracle de Justine Morvan. Donc je vous disais que dans le Ceux qui ne peuvent pas mourir, on avait pas mal de folklore français, Bretagne et tout ça. C'est encore plus le cas avec cette trilogie où on plonge dans l'organisation Oracle, qui est composée de plein de créatures surnaturelles, fantastiques. Il y a des gnomes, des elfes, des nains, des korrigans, tout ce que vous voulez, qui donc vivent dans une société un petit peu parallèle à la nôtre en fait, et l'organisme Oracle est censé superviser que les deux mondes ne se rencontrent pas, que les humains ignorent l'existence de tous ces êtres magiques. Et donc il y a plusieurs unités d'enquête, unités spéciales, et on va suivre une de ces unités où il y a une demi-elfe, où il y a un korrigan, où il y a un faune et un informaticien psychique, parce qu'on a aussi le côté technologique qui est associé à la magie, ce que j'ai beaucoup aimé. Ils vont se retrouver à enquêter sur une affaire qui est assez sanglante et qui cause beaucoup de morts dans la communauté et qui risque de révéler la communauté aux humains aussi. Alors le seul truc c'est que tous ces personnages là, disons qu'ils n'ont pas la meilleure réputation dans l'organisme du tout. Ils ont pas mal de problèmes personnels, mais ils sont géniaux à suivre en fait. Ils ont tous leurs particularités, leur façon de parler, enfin j'ai beaucoup aimé les suivre dans les deux premiers tomes, il me reste le troisième à lire. Et si vous voulez voilà, explorer la mythologie bretonne, toutes ces légendes là, avec le côté enquête, c'est la trilogie pour vous. Un autre que j'ai lu, je pense en hiver, donc ça fait pas très longtemps, c'est Les Dossiers du voile d'Adrien Thomas. Et donc là on est à Paris. Pareil, avec un monde où les créatures surnaturelles vivent cachées des hommes, mais elles sont bien présentes. Là on a plus le côté magicien, nécromancien, sorcier, tout ça, en plus des créatures qui est présent. Et en fait on va suivre différents membres d'une famille, différents enfants d'une famille, dont la mère travaille au ministère magique en quelque sorte. Il y en a une qui est une enquêtrice, qui donc va investiguer sur des disparitions qui ont eu lieu. Il y en a une qui est une jeune fille qui est très intelligente dans la famille mais qui se retrouve à pas avoir tous les pouvoirs magiques qu'elle aimerait avoir, et il y a d'autres personnages comme ça qu'on va un petit peu voir, et donc on va suivre leurs différents points de vue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ces disparitions qui viennent aussi mettre en jeu le secret de la communauté magique. Et j'avais beaucoup aimé, il y avait ce côté avec les différentes familles qui essaient chacune d'avoir le pouvoir, il y avait beaucoup d'humour aussi, les enquêtrices badass féminines, j'aime toujours ça. Donc c'était une très très chouette lecture et j'ai vraiment hâte de continuer. Je pense que c'est une série, j'espère en tout cas qu'il y en aura d'autres parce que je m'étais régalée. Oui je pense parce qu'il y a des trucs un peu qui restent en suspens quand même. Un autre que j'ai adoré, mais genre
adoré, je l'ai pas en papier, là je l'avais lu en e-book, c'est Les Tribulations d'Esther Parmentier. Il y a le deuxième tome qui est sorti et que j'espère lire bientôt. Et alors celui-là il est tellement drôle. Écoute, c'est génial. C'est vraiment des enquêtes surnaturelles aussi, mais ça se prend beaucoup moins au sérieux. C'est pas si sombre que ça, genre chaque page va vous faire rire. On suit Esther, qui est une jeune fille qui est pas très douée dans la vie, qui est grosse et qui a du mal avec son poids aussi, et qui va se retrouver en fait stagiaire dans un organisme, encore une fois, d'enquête surnaturelle qui est secret, que la société ne connaît pas, parce qu'elle a des pouvoirs de sorcière. Mais en fait, ces pouvoirs de sorcière sont plus que limités, ils sont quasi inexistants. Ils sont juste là assez pour qu'elle puisse voir un peu du surnaturel, et donc se retrouver à devenir stagiaire d'un... je crois que c'est un vampire qui est très très beau et qui a très mauvais caractère. Et ce que j'avais adoré aussi par exemple, c'était qu'il y avait une voiture qui était contrôlée par un esprit, par un fantôme, donc ils n'avaient pas vraiment besoin de la conduire, mais elle avait son caractère, du coup la voiture, vu qu'il y avait une entité qui la possédait. J'ai vraiment beaucoup aimé la construction de l'univers, toutes les références aussi qu'il y avait à la pop culture dedans. Puis voilà, c'était très drôle, ça se prenait pas au sérieux. Ça reste dans le thème des enquêtes surnaturelles, mais beaucoup plus léger, et j'ai très hâte de continuer à lire ça, vraiment. Et pour finir notre voyage à travers les enquêtes surnaturelles, je voulais vous parler de A Master of Jinn de P. Djeli Clark. Celui-là c'est le plus récent que j'ai lu et il se passe en Égypte. Alors là, par contre, la différence c'est que la société, le ministère, je vais vous dire exactement, de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles n'est pas secret, il est connu. Les djinns, toutes les créatures magiques font partie de la société aussi là-dedans. Un peu comme dans le protectorat de l'ombrelle en fait, où c'était pas secret non plus. Et on va suivre Fatima qui est une enquêtrice dans ce ministère qui va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe quand une personnalité célèbre, la personne qui a permis à la magie et au non magique de fusionner, qui soi-disant réapparaît et commence à commettre des meurtres. Sauf qu'elle, elle a des doutes que ce soit vraiment lui, donc elle va enquêter avec sa nouvelle partenaire, qu'elle n'est pas très contente d'avoir. Et donc on va découvrir tout ce care alternatif avec ces créatures, mais avec quand même une petite touche de colonialisme qui est critiquée dans le livre, que j'avais beaucoup aimé aussi. C'était très prometteur, j'espère qu'on en aura d'autres dans cette série parce que je m'étais régalée. L'enquête c'était peut-être pas l'aspect le plus prenant parce que je trouvais que c'était un petit peu prévisible, mais c'était quand même bien. C'est surtout l'univers qui m'a vraiment captivée dans celui-là. Et pour finir la vidéo, je veux vous parler de deux qui sont dans ma pile à lire que j'ai pas encore lu, mais que je pense que j'ai beaucoup aimé. Le premier c'est Jacobite. Donc celui-là, on retourne à Londres au 19e siècle. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment the place to be pour tout ce qui est enquête surnaturelle. Et on va suivre... En fait, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était un peu comme un Sherlock Holmes, mais version surnaturelle. Donc on va suivre un enquêteur et son acolyte, de ce que je comprends, Abigail, donc une femme, qui vont enquêter sur un tueur en série surnaturel. Et ça a l'air vraiment très bien, j'en ai entendu beaucoup de bonnes choses. Et en fait, en parlant de Sherlock Holmes, le prochain que je veux vous dire, c'est une réécriture de Sherlock Holmes. Je suis en train de chercher parce que je l'ai en livre audio. Je vais vous dire le titre exact. C'est Les Dossiers Cthulhu, donc ça c'est tiré de Lovecraft. Sherlock Holmes et les Hommes de Shadwell. Donc c'est des réécritures avec le personnage de Sherlock Holmes, mais avec le côté surnaturel en plus. Et ça, oui, je dis oui. Moi, tout ce qui est Sherlock Holmes revu, revisité, avec en plus du surnaturel, ben, je suis partante, pas de problème. Donc celui-là, c'est un livre audio. J'en ai pas beaucoup prévu encore pour cet automne, donc il va faire partie de ma liste pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi. Je pense que ça va bien me mettre dans l'ambiance. Et donc voilà pour cette petite sélection des livres avec des enquêtes surnaturelles que je vous recommande. Comme je vous disais, c'est un sous-genre que j'adore, donc si vous avez d'autres recommandations à me faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette sélection, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous avez déjà lu, et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.